Bonjour à tous. Effectivement, ce matin, nous sommes avec Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle en 2002 et 2007. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous êtes là, c'est parce que j'imagine que vous avez des inquiétudes sur les réformes sociales d'Emmanuel Macron, mais aussi sur la gauche qui se divise sur la question migratoire. Mais je voulais d'abord vous remercier parce que je sais que vous travaillez du mardi au samedi à la Poste et que donc votre jour de repos c'est aujourd'hui. Donc merci de nous le consacrer. Vous travaillez à la Poste, je crois à 90%. C'est un choix militant de garder ces fonctions. C'est d'abord un choix professionnel, comme beaucoup d'entre nous, pour remplir le frigo. Et puis c'est aussi une façon de voir la politique, en effet. C'est de rester militant, de ne pas faire de la politique une profession, un métier, parce que beaucoup de choses, à partir de là, sont faussées. À partir du moment où vous vivez de la politique, c'est votre fiche de paye, c'est votre contrat de travail. Vous allez avoir des belles promesses, mais au final, quand vous allez agir, c'est ce qui va ou pas rentrer dans votre portefeuille. Donc je pense qu'il faut déprofessionnaliser la politique. Et au NPA, mais on n'est pas les seuls, encore heureux d'ailleurs, on a cette vision militante de l'engagement politique. Mais quand on a été candidat à la présidentielle, vous pourriez passer à concours pour devenir cadre à la Poste, je sais pas, vous pourriez avoir envie de monter, mais je suis pas sûr que la direction de la Poste ait la volonté de me voir si haut placé, vu la politique que mène la Poste. La Poste actuellement, c'est un emploi qui est supprimé toutes les 4 heures. C'est quand même un des plus gros plans sociaux qui dit pas son nom, dans un service public, dans une entreprise qui fait énormément de bénéfices et qui en fait d'ailleurs sur le courrier, contrairement à ce qu'elle raconte, et avec là aussi un choix politique, voire un choix de civilisation, parce qu'on parle aussi de ce qu'on fait ou pas sur le territoire, des populations qu'on dessert ou qu'on dessert pas. Et donc cette politique-là, elle amène à beaucoup de confrontations avec la direction de la Poste. Et je salue notamment mes collègues, quand j'étais facteur à l'époque, du 92, des Hauts-de-Seine, qui sont en grève depuis maintenant des semaines et des semaines face aux réorganisations. Vous êtes à Paris aujourd'hui. On va évidemment commencer par cette question qui intéresse tous les Français, la politique migratoire, les migrants. Et vous allez nous expliquer quelle est votre vision des choses. Alors, on va commencer par une image, cette image vendredi soir, d'une rencontre fortuite entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'était à Marseille. On a cru comprendre que l'Élysée avait fait en sorte de repérer où était Jean-Luc Mélenchon pour que le président puisse croiser Jean-Luc Mélenchon. Qui est-ce qui piège qui, là ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est républicain ? Ou est-ce que c'est vraiment de la mise en scène et de la communication ? C'est vraiment, j'allais dire, un non-événement. Cette rencontre étonnamment complaisante, on va dire. C'est un non-événement par rapport à l'urgence sociale démocratique dans laquelle on est, du combat qui est nécessaire face à la politique de Macron. Je dis étonnamment complaisante parce que pour moi, la politique face à Macron, c'est pas du catch, c'est pas faire semblant, c'est vraiment mouiller sa chemise. On va le faire le 9 octobre avec les organisations syndicales et le mouvement social, histoire de prouver que contrairement à ce que avait raconté Macron, le mouvement social est toujours debout. On va le faire aussi pour la défense des services publics, comme je l'expliquais, aux côtés des migrants, ou même pour les salariés de Ford. On va parler de tout ça. En train de s'agiter. C'est notre menu. À juste titre, ne vous inquiétez pas, c'est notre menu de l'émission, mais simplement on va rester sur la question migratoire. Parce qu'évidemment, si le président de la République a voulu aller au contact de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il avait entendu que Jean-Luc Mélenchon disait qu'il était le premier xénophobe de France. Il a un peu démenti face au président Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, dont il y a une certaine forme d'ambiguïté qui est d'ailleurs pas que lui, là, on voit que l'extrême gauche allemande aussi, sur les migrants. Est-ce qu'ils sont responsables du chômage et des bas salaires, ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Il y a Georges Kuzmanovic, qui est le conseiller aux questions migratoires de Jean-Luc Mélenchon, qui explique que ça serait quand même que c'est eux qui font pression sur les salaires des Français. Alors là, il y a un débat tout à fait nouveau, et il faut l'avoir. Il ne peut pas avoir lieu à bas bruit. Donc je propose à Jean-Luc Mélenchon, sans qu'on se rencontre dans les rues de Marseille, qu'on l'ait publiquement devant tout le monde. On peut aussi vous proposer de le faire sur LCI si vous le souhaitez. Moi je suis tout à fait disponible pour avoir ce débat devant un maximum de personnes, parce qu'il ne peut pas se faire discrètement, il ne peut pas se faire par la petite fenêtre, c'est pas possible, c'est trop sérieux. C'est quoi ce débat alors ? Dites-nous. Le débat, c'est en effet que visiblement, vu notamment d'une organisation qui se réclame de la gauche radicale en Allemagne, repris par un des conseillers de Jean-Luc Mélenchon, l'idée qu'il voudrait que ça soit l'immigration qui fait pression sur les salaires, idée qui n'a rien à voir avec le marxisme, parce qu'on le sait depuis Marx, ce qui fait pression sur les salaires, c'est le capital. Alors il vous dit, c'est le conseiller de Mélenchon, il vous dit, des gens comme vous avez la même thèse que les patrons, c'est-à-dire qu'il faut... ce serait une grande nouveauté. Il faut faire venir les migrants pour faire pression sur les salaires. Le patronat, historiquement, il a toujours été pour la liberté de circulation des marchandises, mais pas des personnes, ou en tous les cas quand ça l'arrange. C'est-à-dire que le patronat, y compris en France, quand il a fallu aller chercher, parfois de force, la main-d'œuvre pour construire l'économie, il l'a fait. Mais dès que ça l'intéresse plus, il le fait plus. Aujourd'hui, vous avez donc c'est pas une règle, c'est pas une règle intangible. Le syndicat de la restauration, de l'hôtellerie, qui dit on n'a pas de main d'œuvre, on ne trouve pas de travailleurs ici, donc on demande que les demandeurs d'asile puissent travailler pour nous. Donc la question qui est posée, c'est bien celle des droits sociaux et des salaires. Donc ce qui fait pression sur les salaires, c'est le capital, c'est le profit. Ça fait pression sur des salaires de travailleurs qui soient français ou qui soient immigrés. C'est vrai, cette règle en France comme dans le monde entier. La réalité, c'est que les frontières
Le racisme est l'arme historique de la classe dominante pour diviser notre grand camp social. Et c'est pour ça que je dis que j'ai lu l'interview, par exemple, du conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Et là, ça dépasse une ligne rouge, si vous voulez, qui consiste à dire on va assécher les flux migratoires. En réponse à quoi ? Je veux dire, on est là pour se protéger des dégâts du capitalisme, pas des autres peuples. On est internationaliste. On veut que ce qu'il y a de meilleur au niveau social ou démocratique dans notre pays, on puisse le faire profiter à tous. Mais eux, ils pensent aux élections. Et ils ont peur que leurs électeurs ne comprennent pas. Eh ben, je pense, pour vous répondre franchement, que si Jean-Luc Mélenchon va chercher ses conseils de ce côté-là, il risque de s'engluer dans une vase idéologique. Voilà. Et d'être aspiré. Je pense qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là. Par les populistes d'extrême droite. On va sur ce terrain-là, si vous voulez, l'extrême droite sera toujours plus fort que n'importe quelle organisation qui se revendique de la gauche radicale. Parce qu'en effet, la question qui est posée, c'est de savoir si on peut être à la fois anticapitaliste et internationaliste. Et ce que je crois, y compris pour les élections européennes d'ailleurs, c'est qu'on a besoin de rassembler tous ceux qui sont dans ce camp-là, c'est-à-dire dans le camp anticapitaliste, internationaliste, qui se traduit à la fois par une rupture nécessaire avec l'Union européenne et ses traités, mais aussi en même temps avec la volonté d'avoir une vision universelle. Là aussi, il y a des législations sociales dans chacun de nos pays. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais pourquoi le droit à l'avortement, par exemple, n'est toujours pas effectif dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc la question, ça revient à votre question tout à l'heure, c'est est-ce qu'on nivelle vers le bas les acquis sociaux ou est-ce qu'on les nivelle vers le haut ? C'est une discussion, en effet, par exemple, pas nouvelle dans le mouvement ouvrier. Jean-Luc Mélenchon, peut-être pour rassurer ses électeurs, il dit bon, une fois que les migrants sont ici, évidemment, il faut les accueillir, on ne va pas les rejeter en mer. En revanche, ça serait mieux qu'ils restent chez eux. Oui, c'est pour ça qu'il y a une vraie discussion et c'est pour ça que moi, quand je dis ça et que je l'interpelle, je veux surtout pas insulter les militants et les militantes de France Insoumise que je connais, qui, comme nous, mouillent le maillot au quotidien, y compris pour la défense des migrants, parce que comme moi, comme d'autres, ils sont conscients qu'il faut être du côté de toutes les victimes de la crise, que ce soit artisans, commerçants, salariés, retraités, jeunes ou migrants, et que nos ennemis sont ailleurs. Et qu'on préfère, nous, en effet, pointer du doigt les vrais responsables de la situation économique actuelle, c'est-à-dire les 0,01% qui s'en mettent plein les poches, plutôt que les 0,02% de migrants qui arrivent dans l'Union européenne et qui ne sont pas aujourd'hui cette main-d'œuvre que voudrait le patronat, contrairement à ce qui est dit ici ou là. Mais par exemple, ces restaurateurs, ces hôteliers qui sont souvent des petits chefs d'entreprise, des artisans qui disent on ne trouve pas de collaborateurs, de salariés, permettez aux migrants qui sont en attente de leur droit d'asile de travailler pour nous. Vous dites que c'est une bonne idée ? Écoutez, vous insistez particulièrement sur ce secteur du patronat. Je pourrais parler de plein d'autres secteurs. Oui, mais on va parler de grands secteurs. C'est eux qui demandent de pouvoir utiliser des demandeurs d'asile. Vous savez, l'utilisation de l'immigration comme main-d'œuvre corvéable à merci, je la connais bien pour défendre notamment justement les droits sociaux. C'est un peu ce que dit Mélenchon. Mais ça c'est pas un scoop, pardon de le dire. Mais par contre, faire une adéquation entre l'immigration et la baisse des salaires, d'abord, historiquement, c'est pas vrai. Quand on a été chercher du côté de l'État français et du patronat français la main-d'œuvre de force en Afrique ou au Maghreb, par exemple, c'était au moment des 30 Glorieuses. L'économie se portait plutôt bien. Les salaires allaient plutôt à la hausse plutôt qu'à la baisse. Comme quoi, il n'y a pas de règles dans ce domaine-là. Je connais d'autres secteurs du patronat, y compris dans des grandes maisons, y compris dans des grandes maisons du bâtiment, par exemple, qu'on doit bien connaître dans cette maison ou ailleurs, qui ont fait travailler au noir, mais même au Parlement, même à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est oui ou non, est-ce qu'on est pour la liberté de circulation et la liberté d'installation ? Et moi, je dis à Jean-Luc Mélenchon que je crois que personne sur cette planète n'a le droit de dire à un autre individu « toi, tu as le droit de bouger, toi, tu n'as pas le droit de bouger », sauf à reproduire un rapport de domination, parce que j'imagine qu'à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, en tous les cas son conseiller, n'imagine pas une seule seconde que quelqu'un dans un pays du Sud puisse lui dire « toi, tu as le droit de bouger ou pas bouger ». Donc pour moi, c'est une règle universelle. Mais il y a ce débat qui va sans doute être central au moment des élections européennes de fin mai, c'est-à-dire, d'ailleurs, Emmanuel Macron met en scène un petit peu ça. D'un côté, l'extrême droite qui veut fermer les frontières et se protéger des migrants. De l'autre, dit-il, les progressistes. Vous avez tout à fait raison. Et je pense que c'est un piège. Ouais. Et c'est justement ce piège que j'ai cherché à pourfendre. C'est-à-dire que pour moi, l'équation, si vous voulez, protectionnisme national ou libre-échange ne révèle pas les deux termes d'une alternative politique. C'est les deux revers d'une même médaille, d'une politique capitaliste. Trump, par exemple, il fait les deux à la fois. Il est pour la mondialisation libérale, capitaliste, il est pour le libre-échange, et il est en même temps protectionniste, comme les diodes électriques. C'est-à-dire, pour sortir, il n'y a pas de problème. Quand ça rentre, il faut mettre des frontières. Donc ces deux facettes-là sont en réalité tout à fait complémentaires. Donc la question, c'est pour ça que c'est un piège pour la gauche radicale, c'est de maintenir le cap sur l'anticapitalisme, sortir des traités. En effet, nous, on a toujours été pour sortir des traités de cette Union européenne-là, parce qu'on sait depuis le début que cette Europe, elle est faite pour les patrons, pour la finance, pour les plus grands groupes, mais on est aussi pour des choix qui dépassent nos propres frontières. On est par exemple pour des services publics européens. Dans le domaine ferroviaire, par exemple, plutôt que de déglinguer le service public ferroviaire comme le ferait Macron, on serait par exemple pour qu'il y ait un service public ferroviaire
solidaire européen. Mais j'ai envie de dire, le piège se referme parce que le risque, comme dans cette Europe où on voit la montée des partis populistes de droite, si cette Europe-là l'emporte et que vous ne soutenez pas l'autre Europe libérale et progressiste, c'est en tout cas comme ça qu'il se qualifie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que, quelque part, vous préférez le chaos d'une Europe qui se disloque pour après reconstruire? Quel que soit le chemin, je suis contre le chaos. Et ces deux voies-là nous amènent au chaos. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui, je suis pour tenir bon et j'invite tous les militants et les militantes de la gauche radicale à tenir bon. Au-delà de nos sensibilités, il y a des désaccords entre nous. Le problème, c'est de savoir ce qui nous sépare, ce qui nous rassemble. Il y a aussi plus de choses qui nous rassemblent, qui nous séparent, mais il y a des débats importants. Et cette question que vous résumez, elle est essentielle. Tout ça, ça va vers le chaos. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le lit de la montée des populismes? C'est les politiques libérales, justement, qui ont discrédité l'idée même d'un projet européen, l'idée même d'un projet internationaliste, et on en arrive à la discussion qu'on a actuellement. Et en effet, quand on voit la percée de l'extrême droite, on dit qu'il y a le feu au lac, on se dit aussi qu'il y a un système politique qui est en bout de course. On est en train de vivre une séquence politique, si vous voulez, où sans le savoir, finalement, on a un système de représentation démocratique qui est en train de mourir sous nos yeux. Et la vraie discussion, c'est pas de savoir s'il est mort ou pas mort, c'est le temps des funérailles et le degré de violence de ces funérailles-là. Donc il est temps de relever la tête et de comprendre qu'on a des responsabilités. Ça vous donne envie de revenir dans l'arène, tout ça? Moi, écoutez, peut-être pour l'Europe, par exemple. Non, mais moi, l'arène militante, je l'ai jamais quittée. Justement, c'est ce qu'on expliquait au début de notre entretien. Moi, j'ai toujours et je continue à mouiller la chemise avec beaucoup d'enthousiasme, précisément pour dire arrêtons de nous laisser représenter par des gens qui vivent de la politique. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde. Je crois que cette question de crise politique, elle est. Mais là, vous vous rendez compte de l'urgence particulière de la situation, ce qu'on décrit ensemble sur l'Europe, où on ne sait pas où on va, et ça vous donne pas envie de vous réengager au niveau national? Mais moi, si vous me posez la question des élections, puisque c'est ça, si vous voulez. Aussi, là aussi, je sais pas si j'ai encore l'oreille d'une partie de la gauche radicale, mais si j'ai un conseil à donner, c'est plutôt que d'aligner des têtes de liste, des candidats, réfléchissons au contenu. Et le contenu, c'est déjà cet espace-là. Rupture avec l'Union européenne, politique internationaliste. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Est-ce que oui ou non on se situe dans ce camp-là? Lutte ouvrière devrait être dans ce camp-là, théoriquement. On a une discussion avec l'université d'été qui a eu lieu il y a quelques jours, où d'ailleurs on a eu plus de monde que les autres années, ce qui dit aussi peut-être quelque chose du degré de politisation. Il y a aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices du mouvement social qui se sont animés dans les mobilisations sur la loi travail. Aux autres organisations, à France Insoumise, dans le Parti communiste, de dire là où il et elle se situent actuellement. Et puis, il y a des mobilisations essentielles. C'est pour ça que je vous dis, nous, on ne quitte pas l'arène. Je vous parlais de Fort Blanquefort, par exemple. Aujourd'hui, mon camarade et ami Philippe Poutou, comme 910 qui de ses était candidat après vous en 2012 et 2017. Qui était candidat à deux reprises. Lui, il est ouvrier à Fort Blanquefort. Aujourd'hui, il y a une menace de fermeture. Je rappelle cette usine parce qu'elle fabrique des boîtes de vitesse. Et Ford a dit qu'on arrêtait cette boîte de vitesse-là. Mais il y a peut-être un repreneur belge qui avait déjà repris une usine à Strasbourg, General Motors. Oui, les rumeurs sur la reprise, on les connaît. Ça fait maintenant depuis des mois. Là, la réalité, c'est celle que vous décriviez, c'est-à-dire que l'usine risque de fermer, ce qui est un vrai scandale. Ford se porte très bien, aligne des millions de bénéfices, des milliards de profits au niveau international et surtout a touché depuis 2013 50 millions d'aides publiques. Donc la question qui est posée aujourd'hui, et c'est ça que réclament les salariés de Fort Blanquefort, ils se dirigent vers le gouvernement, vers l'État. Oui ou non, est-ce que l'État tape du poing sur la table pour réclamer à quoi a servi cet argent? 50 millions, c'est quand même beaucoup. Ce serait presque du détournement de fonds publics. Si cet argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable, n'avait pas été utilisé pour soi-disant faire de l'emploi. À la date limite où Ford ne touchait plus la subvention, ils ont décidé de fermer. C'est vous dire le cynisme et aussi toute l'actualité de continuer à mener cette bataille pour l'interdiction des licenciements. Il y aura une manifestation le 22 septembre à Bordeaux. Là aussi, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans les rues de Marseille à discuter avec M. Macron, il pourra aller discuter avec Philippe Poutou pour aller manifester. Ça s'appelle un scud. Non, ça s'appelle une invitation. D'accord. On va parler des réformes aussi de Emmanuel Macron, qui sont aussi, j'imagine, pour vous un souci de préoccupation. Sur le prélèvement à la source, c'était une bonne ou une mauvaise idée? Mauvaise idée. Depuis le début, on perd énormément en visibilité sur notre impôt. Or, moi, je suis pour payer les impôts comme tout le monde. Ça devient indolore, c'est ça? Ça devient indolore, et puis surtout, c'est votre employeur qui a une visibilité sur ce qui vous est prélevé plutôt que vous, parce que finalement, vous voyez plus où ça passe, puis vous voyez plus à quoi ça sert. Donc moi, je suis pour l'impôt à partir du moment où c'est une arme de redistribution des richesses, c'est-à-dire où on taxe proportionnellement les plus riches plutôt que les plus pauvres. C'est exactement l'inverse qui est fait actuellement dans le gouvernement. C'est vrai, globalement, c'est pas vrai pour l'impôt sur le revenu où seuls 45% des Français payent l'impôt sur le revenu, donc les plus riches. Mais c'est pas vrai pour la TVA, vous avez raison. Oui, puis c'est pas vrai même sur l'impôt sur le revenu. Contrairement à ce qui est dit, on a un impôt aujourd'hui dégressif. Voilà, dégressif. C'est-à-dire qu'en réalité, plus vous êtes riche, écoutez, c'est même pas moi qui le dis. Le taux augmente en fonction de vos revenus, non? Écoutez, là, on a un plan pauvreté qui va être discuté. Je leur souhaite bien du courage. Mais quand on a un gouvernement qui, au moment de la réforme sur l'impôt sur les fortunes, explique qu'on va donner 400 millions, on va rendre, c'était ça l'expression, 400 millions d'euros
aux 1000 contribuables les plus riches. Ça, c'est vrai pour l'impôt sur la fortune. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que mais c'est un impôt sur le patrimoine. Un individu va toucher 400 000 euros. 400 000 euros. Vous savez ce que c'est que 400 000 euros? C'est ce que la plupart d'entre nous ne va pas gagner au cours de sa vie tout entière. Allez discuter d'un plan Pauvrauté après. Donc lui, c'est pas Robin des Bois, c'est Robin des Bourges, j'ai envie de dire, monsieur Macron. C'est-à-dire celui qui, en effet, prend aux plus pauvres, même à la majorité de la population, pour donner aux plus riches. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu, avec Sarkozy, on avait le candidat, j'allais dire le président attitré des riches. Avec Hollande, on a eu le président sous-titré des riches, j'ai envie de dire. Et puis lui, on a le président des plus riches parmi les plus riches qui s'attaque aux pauvres. Et aujourd'hui, discuter d'un plan pauvreté, qu'est-ce que vous voulez qu'on croie du côté des associations qui luttent au quotidien sur ces questions-là? Alors ce plan pauvreté, il y a quand même l'idée d'avoir une allocation unique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas, qui ne réclament Absolument. pas leurs allocations, notamment le RSA. Et l'idée, c'est d'avoir une allocation unique de manière à toucher le plus de gens possible. Ça, c'est une bonne idée quand même? Alors ce serait une magnifique idée s'il y avait énormément de moyens pour le faire. Et ça va être une usine à gaz comme l'impôt à la source. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire ça, vous soulevez le vrai problème. Il y aurait beaucoup de choses à discuter sur la pauvreté en termes de logement, en termes d'augmentation des revenus, etc. Mais je vais insister sur un seul aspect, celui que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Observatoire des non-recours, par exemple, estime que... Alors, il y a des estimations différentes, mais qu'il y a 30 à 50% des personnes qui sont éligibles qui renoncent au RSA. Il y a 20% qui renoncent aux allocations chômage. Il y a 70% des gens qui renoncent à la tarification, par exemple, avantageuse et solidaire du point de vue de l'électricité. Pourquoi? Par manque d'information, sentiment de culpabilité. On dit, et j'aime pas cette expression, de la paperasserie. C'est pas de la paperasserie. Et j'en sais quelque chose à la Poste aujourd'hui. On est tous concernés. Aujourd'hui, vous avez plus d'interlocuteurs humains face à vous. Ça n'existe plus. Il y avait un film qu'avait fait Ken Loach qui s'appelait Moi d'Anna Hilbeck, qui est un film absolument extraordinaire sur justement ce nouveau système sans visage humain, finalement, déshumanisé par rapport à ceux qui tombent à un moment ou à un autre dans le chômage. Donc ça, par exemple, tous les plans dont on va discuter, ça nécessite de mettre des interlocuteurs et des interlocutrices. Ça veut dire que vous n'allez pas faire la plateforme téléphonique, taper 1, taper 2, taper 3. Donc oui, il y a une allocation unique si c'est couplé, effectivement, donc, ce sera pas à la présence d'humains. Donc ce ne sera pas le cas, parce qu'on sait que tout ça va à l'inverse de ce que fait exactement le gouvernement, qui par exemple supprime des emplois, ne serait-ce qu'à Pôle emploi. Comment vous faites? Vous dites d'un côté, je retire du personnel, et de l'autre, je vais avoir des projets sans les moyens de le faire. Donc ça correspond à rien. Alors en revanche, tous les minima sociaux, eux, ont été préservés. Ils vont suivre l'inflation, contrairement à d'autres. Contrairement aux retraites, par exemple. Ce qui est un vrai sujet, un vrai problème qui agace énormément de monde. Je me rends compte au guichet, par exemple. Je crois qu'il y a une colère. Il y a une colère sourde qui est en train de s'installer et tout à fait légitime du côté des retraités. On rappelle un 0,3% en 2019, 0,3% en 2020, c'est très loin des 2% d'inflation qu'on va connaître probablement. Absolument, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une baisse concrète dans le niveau de vie. Donc vous sentez une colère des gens qui viennent vous voir? Après, c'est des discussions. Mais quand même, c'est que, comment dire, c'est la colère, si elle fait que macérer dans la peur, sans espérance sociale et politique à la hauteur, elle peut aller dans la mauvaise direction. Mais en tous les cas, cette colère, elle est présente aujourd'hui. Donc il faudrait par exemple indexer de nouveau toutes les formes de revenus sur les prix, comme ça se faisait même au début des années 80. Et en réalité, c'était pas le socialisme intégral à l'époque. Donc on peut faire ce type de mesures parce que la réalité de notre ressenti, de notre vécu quotidien, c'est que tout augmente aujourd'hui, sauf les salaires, sauf les pensions, sauf les revenus. Encore sur le plan pauvreté, l'idée d'avoir au moins, au minimum, un petit déjeuner pour tous dans les écoles, c'est comme une bonne idée parce qu'il y a des enfants qui mangent pas le matin. Oui, ça serait une bonne idée si là aussi il y a des moyens à la hauteur. Mais tout ce problème sur le plan pauvreté, je veux dire, je leur souhaite bien du courage parce que c'est le service après-vente d'une politique qui est faite pour les plus riches. Donc à partir de là, de toute façon, il y a un bug. Maintenant, tout ce que font les associations au quotidien qui permettront d'arracher, j'allais dire, ne serait-ce qu'un minimum, évidemment qu'on le soutiendra parce que ça ira dans le bon sens. Mais le vrai problème, c'est que c'est même pas des miettes qui vont tomber. On en est là aujourd'hui. La France, alors bon, peut-être on n'est plus 6e puissance économique du monde, j'ai vu, on est la 7e. Mais il y a 195 pays dans le monde. On est la 7e puissance économique du monde et on a ça. On a une personne sur 3 aujourd'hui qui renonce aux soins faute de moyens. C'est pas simplement une personne sur 8 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a un travailleur sur 5 qui se tue à chercher un emploi pendant que les 4 ou 5 autres se tuent à travailler et toujours plus longtemps. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en cause. Un mot sur le procès Méric ici actuellement, la mort de ce jeune homme après un affrontement entre extrême droite, extrême gauche. Vous avez suivi un peu les débats. J'ai vu qu'il y a un des accusés qui s'est excusé auprès de la mère. D'abord, c'est un grand sentiment de solidarité et un grand message amical aux parents de Clément Méric. Et pour dire aussi que ça en dit long de l'air du temps. Il y a eu le même type de procès, c'est passé un peu inaperçu le 5 septembre dernier à Lyon, où un de ces, je ne sais pas comment les appeler, un de ces
militant violent de l'extrême droite, skinhead ou pas, avait donné là cette fois-ci des coups de couteau et a pris, je crois, 24 mois ferme. Ça veut dire qu'il y a des groupes de ce côté-là qui prennent énormément la confiance, parce que l'ère du temps aussi a levé beaucoup de verrous. Et on a des jeunes qui, face à ça, en effet, parce que c'est le sens qu'ils ont de l'histoire, et moi j'ai ça en commun avec eux, pensent que l'histoire ne doit pas se reproduire. Alors évidemment, elle ne se reproduit jamais à l'identique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est en train de vivre les années 30, mais moi quand je vois ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, ce qui s'est passé encore en Suède, même s'ils ne sont pas devant. En Italie ? Oui, en Italie, c'est terrible, c'est tragique. Ça nous dit quelque chose de fondamental. C'est est-ce que oui ou non, l'histoire se reproduit ? Je ne le souhaite pas pour ma part, c'est pour ça que je reste un militant antifasciste et antiraciste. Un dernier sujet, un peu de légèreté, si on peut dire. Est-ce que vous saluez la décision du fabricant de chaussures, de vêtements de sport américain Nike de faire du militant pour les droits de la communauté noire, Colin Kaepernick, son égérie ? On a vu que ça fait hurler Donald Trump et qu'il y a un boycott des produits Nike par une partie des Américains. Est-ce que du coup, vous trouvez que Nike a pris une décision courageuse ? Je sais pas, moi je suis pas dans le secret des news, je sais pas ce qui a animé la direction de Nike pour faire ce choix-là, mais en tous les cas, je sais que cette campagne elle a été relayée par des mouvements sociaux justement pour soulever en effet un sujet militant, et ce qui m'inquiète, c'est en effet la réaction face à ça, quoi. C'est-à-dire les campagnes de boycott, etc. Donc là, on est dans les contradictions internes du système capitaliste. Vous comprenez bien que je ne suis pas le délégué du personnel aujourd'hui de la direction de Nike, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais c'est en dit long du climat aux États-Unis où il y a beaucoup une société divisée sur des questions essentielles. Et on est en train de vivre un peu une fin de cycle, d'ailleurs. Ces contradictions, ça dit beaucoup de choses de ce qui se passe, pas simplement aux États-Unis, mais aussi un peu dans le monde. Merci beaucoup, Olivier Merci Besançon, d'avoir été notre invité ce matin. Et donc, bon courage pour demain, la reprise du travail. Oui, il faut bien. Après 2 jours d'arrêt, comme tout le monde, c'est normal. Merci beaucoup.